Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce 13h. Patrice Talon a reçu à son domicile ce mardi 2 février 2021 une délégation des cadres de la commune de Ouidah. Ils sont allés transmettre au chantre du nouveau départ le chèque symbolique de 50 millions de francs CFA représentant sa caution pour la présidentielle d'avril 2021. Benjamin Ongpati, ministre de la Santé, met en garde les auteurs de délivrance de faux tests Covid-19 sur les sites de dépistage. C'est à la faveur d'une rencontre tenue ce mardi 2 février au Palais des Congrès. Et puis en interactualité, nous prendrons les nouvelles de la Chine où l'ambassadeur de ce pays aux États-Unis d'Amérique a exprimé son optimisme quant à l'amélioration des relations entre les deux principales économies du monde. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Conseil des ministres, ce mercredi 3 février 2021, les membres du gouvernement se sont réunis pour cette rencontre hebdomadaire. Plusieurs décisions sont prises à cet effet. Il s'agit entre autres de la décision portant contractualisation pour la mise en œuvre de mesures urgentes de soutien à un agro-pastoralisme apaisé au titre de la campagne de transhumance nationale 2020-2021. Il s'agit aussi de la réalisation d'une mission de relevé d'état des lieux et de diagnostic pour des travaux de rénovation des principales infrastructures administratives situées le long de l'avenue Jean-Paul II à Cotonou et puis de l'adoption du décret portant fixation des valeurs limites d'exposition aux champs électriques et électromagnétiques ainsi que de modalités de contrôle et d'inspection des équipements et installations radioélectriques. Nous y reviendrons, mesdames, messieurs, dans nos prochaines éditions. Patrice Talon a reçu dans l'après-midi de ce mardi 2 février 2021 à son domicile une délégation des cadres et fils de la commune de Ouidah. Ils s'y sont rendus pour remettre à l'actuel locataire de la Marina la caution à payer pour sa candidature à la présidentielle d'avril prochain. La cérémonie de remise de chèques s'est déroulée en présence de plusieurs cadres de la commune, de même que des têtes couronnes. Et le reportage de Aziz Achamou. Patrice Talon n'aura plus à débourser une somme pour le paiement de sa caution de 50 millions de francs CFA avant de se présenter à l'élection présidentielle d'avril 2021. Le chantre du nouveau départ reçoit ici de la part de la délégation des filles et fils de sa ville natale ce chèque symbolique. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais très humblement vous remettre ce chèque de 50 millions de francs CFA qui symbolise l'effort de tous vos frères et sœurs, mais qui également symbolise l'engagement et la motivation. À travers ce geste, l'élite de Ouidah entend encourager l'actuel locataire de la Marina à poursuivre les actions de développement entamées depuis 2016. La jeunesse de Ouidah, par ma voix, voudrait vous dire que l'heure de la renaissance a sonné pour le Bénin. Vous avez retourné à ce peuple sa dignité, vous avez restitué à la jeunesse l'espoir. Vous êtes désormais le candidat de la jeunesse du Bénin, le candidat de la jeunesse de Ouidah. Patrice Talon, très touché par ce geste, se dit prêt à poursuivre la dynamique en cours. Je suis sincèrement honoré, flatté par cette visite qui pour moi symbolise la grandeur de Ouidah. Depuis Adjoum, j'ai répondu à votre requête, à votre exigence. Vous saviez très bien qu'en parlant à Adjoum, vous saviez que je m'adressais aussi à vous. Cette démarche au-delà de la valeur matérielle est également pour moi le signe de la fierté, de la confiance, mais surtout la manifestation de votre exigence d'une sortie honorable à la fin. Parce que par ce geste, vous vous engagez, vous portez avec moi le chapeau.
Ce qui veut dire que ce n'est plus un acte individuel solitaire. En fait, j'y vais encore cette fois-ci, un peu comme si c'était tout Ouida qui y allait. La rencontre s'est achevée avec cette photo de famille. Le ministre béninois de la Santé condamne et met en garde les auteurs de la délivrance de faux tests Covid-19 sur les sites officiels. Il a rencontré ce mardi 2 février 2021 les agents de la santé déployés sur les 3 sites de dépistage de Covid-19 à l'arrivée et au départ de Cotonou pour mieux les sensibiliser. On suit le point de la rencontre avec Stanislas Atadeon. Le ministre de la Santé condamne la délivrance de faux tests Covid-19 à l'arrivée et au départ de Cotonou. Lors de la rencontre avec les médecins déployés sur les 3 sites officiels de délivrance de tests Covid-19 au Bénin, Benjamin Hunkpati a mis en garde ses collègues et collaborateurs contre toutes les déviances qui jettent du discrédit sur la stratégie mise en place par le gouvernement béninois pour lutter contre cette maladie qui n'épargne personne. Je voudrais vous dire combien j'ai eu le cœur meurtri. Combien j'ai souffert dans ma chair et dans mon âme lorsqu'il m'a été donné de constater depuis quelque temps que des voyageurs font usage de faux tests de Covid-19 avec la complicité avérée de certains acteurs du système sanitaire et surtout du système aéroportuaire sur lequel vous intervenez. Plusieurs noms ont été cités. Nous ne s'arrêterons pas aux sanctions pénales. Les sanctions administratives et disciplinaires subséquentes seront également appliquées sans faille par les services compétents du ministère de la Santé. Je peux vous rassurer de mon engagement à faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Pour lui, ces pratiques sont des actes crapuleux qui mettent en danger la vie des Béninois et de tous ceux qui font confiance au système sanitaire en venant se prêter aux tests de dépistage afin de pouvoir voyager. Les gens devaient faire leurs formalités chez eux avant de venir ici. Que ce soit à l'aéroport ou sur les sites de dépistage, c'est la même chose. À l'aéroport, ils peuvent arriver, ne pas avoir payé, puisqu'on a laissé l'option de faire le remplissage sans payer. Ils laissent leur passeport, ils arrivent chez eux, ils trouvent un truc mobile money, ils font leur paiement, ils viennent ici, ils viennent récupérer leur passeport. Mais ce n'est pas ici qu'il faut forcément payer. Le site n'est pas un site de paiement. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Dans mon esprit, dès le départ, ça a été clair. Et j'insiste dessus chaque jour. Le site n'est pas un site de paiement. Au cours de la séance, des agents ont exposé leurs difficultés, celles de leurs collègues, au ministre Benjamin Hunkpati. Sur notre site VIP, il y a des préoccupations. On fait face à des difficultés qu'il faut qu'on porte à l'attention de l'autorité. C'est-à-dire, il y a des voyageurs très violents. Et nous avons besoin des agents de sécurité un peu partout dans la maison pour assurer au minimum la sécurité des agents. Pour votre sécurité personnelle, si vous avez besoin d'agents de sécurité en permanence sur le site, ça ne pose aucun problème. Mais je voudrais insister que vous devez toujours avoir à l'esprit la patience et encore la patience. Cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et des plans d'action au Bénin. C'était ce mardi 2 février 2021 à Cotonou. La cérémonie a connu la présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En vous exhortant à travailler à l'atteinte de cet objectif, je déclare officiellement ouvert ce jour 2 février 2021 le présent atelier. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique déclare ainsi officiellement ouvert l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et de ses plans d'action au Bénin. Une cérémonie d'ouverture qui a réuni participants à divers niveaux, représentants résidents du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En fin novembre, plus précisément, nous nous étions réunis à Grand Popo pour la définition de la vision et la formulation des axes stratégiques
dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent au Bénin. Ce fut un travail intense et très passionnant qui s'est poursuivi à Cotonou et auquel vous aviez contribué avec détermination et une expertise appréciable. Ainsi, après l'atelier de définition de la vision et de la formulation des axes stratégiques qui s'est tenu les 26 et 27 novembre 2020, toujours à Grand Popo, ils ont rendu disponible le projet de document final de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et ses plans d'action en tenant compte des recommandations et autres observations issues des travaux. Soumettre les différents documents aux participants afin d'obtenir leur appréciation en vue de la validation des 10 documents, tel est l'objectif que vise le présent atelier. Nous devons effectivement nous concentrer sur la prévention de l'extrémisme violent et avoir une stratégie pour lutter contre les causes profondes de ce fléau. En la matière, je pense personnellement qu'il importe que nous profitions de cette dernière occasion de réflexion en groupe plus élargi pour nous assurer de l'exactitude du diagnostic stratégique conformément au contexte national, de l'adéquation entre les stratégies et les défis identifiés et finalement de l'opérationnalité des axes stratégiques préconisés. J'ai la conviction qu'en vous conviant à cet exercice au nom du gouvernement, vous parviendrez à faire disposer le Bénin de sa stratégie de prévention de l'extrémisme violent et de ses plans d'action. Cet atelier de validation du document de stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et de ses plans d'action au Bénin prendra fin ce mercredi 3 février 2021. Voilà, c'est un compte rendu signé Diane Christelle Onyoudja et Edouard Capo. La consommation de la chicha est désormais interdite dans le département du Borkou. Cette décision est motivée par le bilan fait par le directeur départemental de la santé du dit département. Rapport fait au cours du conseil administratif départemental et faisant état d'un fort taux de contamination des jeunes à la Covid-19. Suivant dans cet extrait le préfet de Borkou. La pandémie prend de l'ampleur dans le département. Le virus gagne donc de plus en plus du terrain. Et l'autre constat, à tout le moins surprenant, parce que inhabituel, est que de plus en plus de jeunes contractent cette maladie. Des jeunes de la tranche d'âge comprise entre 20 et 25 ans. Et malheureusement, certains d'entre eux en sont décédés, malgré les efforts que déploie le personnel soignant. Il s'est avéré que la plupart de ces jeunes s'adonnent à la consommation de la chicha. Toute chose donc qui les a rendus vulnérables vis-à-vis de cette maladie respiratoire. Alors, au regard de tout cela, nous avons pris sur nous la responsabilité d'inscrire cette préoccupation à l'ordre du jour du Conseil départemental de concertation et de coordination. Il était important pour nous donc d'en arriver à cette décision-là, d'interdire la consommation de la chicha dans le département. C'est là un problème de santé publique qu'il fallait régler. Donc la décision a été prise. Et avec l'ensemble des maires, nous aurons donc à prendre toutes les dispositions, en tout cas, des concerts également avec la police républicaine. Nous allons mettre tous les moyens à notre portée pour que cette décision soit prise. Comme conseil, je voudrais déjà demander à nos frères et sœurs, parce qu'il y a aussi des filles qui s'adonnent à la consommation de la chicha, de prendre conscience de ce que la nation a besoin pour se construire. Donc franchement, je voudrais leur demander de prendre conscience de ce que la consommation de ces substances-là ne leur fait pas du bien. Et aussi qu'il faut vraiment qu'ils se préservent, et ne pas créer d'autres soucis déjà qu'il n'en est donc, aux parents. Donc l'appel que j'ai lancé. Et à l'endroit des tenanciers, donc des bars, des maquis, restaurants et autres, où cette substance-là est consommée, leur demander vraiment de tenir compte vraiment de cette décision-là qui a été prise, de ne pas se mettre en travers donc, de cette décision-là qui a été prise. Le cas échéant, donc ils se verront vraiment opposés en tout cas la rigueur donc, de la loi.
Dans ce magazine que vous suivrez, nous sommes allés à la découverte d'un jeune artisan du nom de Franck Adam Alikpo, résident à Djefa. Il utilise du raffia pour fabriquer des chaises et ce malgré qu'il soit handicapé visuel. Le reportage de Stélia Padonou et de Esther Saossi. Handicapé visuel depuis l'âge de 5 ans, Franck Adam Alikpo ne s'est pas laissé paralyser par l'oisiveté ni entraîné à la mendicité. Il travaille de ses mains, fait preuve d'une grande ingéniosité pour produire ses belles œuvres. Des chaises tissées avec de raffia. C'est un travail de longue haleine. Pour y aboutir, l'artisan range minutieusement autour des bois, taillés à la forme d'une chaise des cordes de raffia. De ses doigts, il veille à réajuster afin d'asseoir une base solide. Franck Adam Alikpo ne se limite pas à la fabrication de chaises décorées. Il fabrique aussi des essuie-pieds et des savons liquides. Plus de son handicap, Franck est orphelin de père et de mère et par ailleurs fils unique. Désireux de gagner sa vie, à la sueur de son front, il a, avec l'appui des religieuses, appris ce métier qu'il pratique avec passion. Trouver un local pour exercer plus librement son métier et une aide financière pour s'acquitter de ses matériaux de première nécessité, ce sont là les désirs de cet artisan. Depuis l'obtention de mon diplôme de fin de formation, je n'ai pas pu m'installer dans un atelier. Pour fabriquer mes œuvres, je vais prendre les chaises chez le menuisier à crédit, de même que les raffias. Je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour me soutenir. Je ne veux pas mendier. Si quelqu'un veut acheter mes œuvres ou m'aider, veuillez contacter le 96 19 91 95. Mais debout de à moi de handicapé ni maman qui est au fond de fine au pour quoi que nous et des sons donnent les nains de Wande et n'a mon pain ton des randos sans un maman pour mettre mon pataton. Si je pouvais tout changer, nous disons nandio wea na wakbebo yakuna no bemeo. Ni fa nous guérir ni fa mais un jour à l'eau nous qui connaissons même bifuiton un jour à l'eau. Alors nous quittons Djefa avec Franck pour aller maintenant en Chine. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis a exprimé son optimisme quant à l'amélioration des relations entre les deux principales économies du monde. Il a évoqué les attentes de la Chine quant à l'orientation des relations bilatérales sous le nouveau gouvernement américain. Reportage. En effet, dans le monde, il y a des attentes relatives à l'arrivée du nouveau gouvernement américain.
Lorsque le président Biden a été élu, le président Xi Jinping lui a adressé un message de félicitations et a souligné que la promotion du développement régulier des relations sino-américaines sert non seulement les intérêts fondamentaux des deux nations, mais répond également aux attentes communes de la communauté internationale. Il est à espérer que les deux parties respecteront l'esprit de non-conflit, de non-confrontation et de respect mutuel. La Chine et les États-Unis devraient se concentrer sur la coopération et gérer leurs différences afin de promouvoir un développement régulier entre les deux. Les deux pays devraient travailler avec d'autres nations et la communauté internationale pour maintenir la paix mondiale. Et c'est ce à quoi nous nous attendons. Nous disons souvent que nous devrions écouter ce qu'ils disent et observer ce qu'ils font. En fait, il devrait y avoir quelques mots derrière ça. C'est-à-dire que nous devrions comprendre le vrai sens et l'intention. Il en va de même pour la politique du nouveau gouvernement américain sur la Chine. Nous avons encore besoin de temps pour comprendre en fonction de la situation actuelle. Mais à travers l'histoire, les changements dans les relations sino-américaines ont été certains, tandis que la cohérence est relative. Que le changement soit positif ou négatif, cela dépend vraiment de la possibilité ou non pour les deux parties de se rencontrer à mi-chemin et parvenir à un consensus sur le cadre stratégique des relations. Cela dépend également du type de politique que le nouveau gouvernement américain introduira. Une dernière information à l'international, la pandémie du coronavirus a affecté le marché du travail dans le monde. Trouver un emploi est devenu plus difficile, en particulier pour les nouveaux diplômés ayant une expérience de travail limitée. En Chine, le secteur de l'éducation est devenu une cible de choix pour de nombreux diplômés en 2020. Des précisions dans cet élément. Liu Youyi est diplômée depuis peu. Elle vient d'obtenir sa maîtrise à l'université de Washington. Elle avait obtenu des offres d'emploi sur Internet et de la part de sociétés immobilières. Elle a cependant choisi de travailler dans une entreprise d'enseignement. Je pense que c'est un travail très significatif et les perspectives de ce secteur sont par ailleurs très bonnes. Le salaire est également intéressant. C'est pourquoi j'ai choisi ce métier. Du Youyi a obtenu sa licence à l'université Renmin de Chine, l'une des meilleures universités du pays. Elle nous explique qu'à cette période, travailler dans une entreprise d'éducation n'aurait jamais été son premier choix. À cette époque, je pensais que les enseignants exerçant dans les entreprises privées d'enseignement travaillaient très dur. Et j'imaginais que leur statut social était en quelque sorte inférieur à celui de ceux qui enseignaient dans les écoles publiques. L'année dernière, les demandes d'examen d'entrée de 3e cycle, d'examen de la fonction publique et de certificats de qualification professionnelle ont augmenté en Chine. Cela a conduit à une augmentation du volume d'affaires des industries de l'éducation et de la formation. Par conséquent, davantage de postes sont vacants et les rémunérations proposées sont plus élevées. Du Youyi précise qu'une de ses amies a récemment changé de travail pour la même raison. Elle travaillait dans un cabinet de conseil. Maintenant, elle travaille aussi pour une entreprise d'enseignement. Les sociétés Internet et immobilières sont généralement les plus attrayantes au sein des demandeurs d'emploi chinois. Mais au 4e trimestre de 2020, elles ont été dépassées par l'industrie de l'éducation. Le secteur de l'éducation s'est également classé 2e pour les étudiants sur le site web chinois de recherche d'emploi Jilian-Zhaopin. La demande annuelle de recrutement du secteur de l'éducation a augmenté de 36% en 2020 en glissement annuel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre chaîne de télévision E-Télé. Juste après le journal, suivez la rediffusion de la chronique du soir. Également à l'affiche rencontre artistique et culturelle avec Espoir Abogoré Magofi. C'est également au programme. Et puis le bulletin de l'information à partir de 16h30.